présente d'abord nos deux amis comédiens. Donc, acteur de théâtre et de cinéma, Philippe Bourrier-Genoux a travaillé à Grenoble, au Centre dramatique national des Alpes, à Lyon, au Théâtre national populaire avec Roger Blanchon, et à Paris, à l'Odéon Théâtre de l'Europe avec Georges Lavaudan. Au cinéma, il interprétera des multiples rôles sous la direction de François Truffaut, Raoul Ruiz, Louis Malle, Jacques Rivette, entre autres. Comédien formé au Conservatoire de Lyon, Franck Taponard est également musicien et chanteur au sein du groupe Crabouif. En 1991, il fonde la compagnie La Fille du Pêcheur, qui a notamment mis en scène 2 spectacles adaptés de Panaïti Strati pour atteindre la France et le petit Pali-Karaki. Depuis 2005, il mène un travail de promotion de la littérature et du théâtre dans les quartiers de la ville nouvelle de Rieux-la-Pape. Donc, ils vont vous interpréter l'un, Philippe Bourrier-Genoux, Romain Rolland, l'autre, Panaïti Strati, Franck Taponard, des extraits de la correspondance entre Romain Rolland et Panaïti Strati, dont j'assurerai le rôle de présentation entre 2 lettres pour les situer légèrement dans leur contexte. Envoyé par la Croix-Rouge américaine au sanatorium de Sylvana-sur-Lausanne pour y soigner sa tuberculose, un ressortissant roumain indigent du nom de Panaïti Strati apprend le français en lisant Télémaque de Fénelon. Il rencontre un journaliste, Josué Géouda, qui lui fait connaître l'œuvre de Romain Rolland, particulièrement Jean-Christophe, auquel il s'identifie. Apprenant par la presse la présence de Romain Rolland, à l'hôtel Victoria d'Interlaken, il lui envoie une longue lettre confession dont Franck Taponard, Panaïti Strati, va nous lire des extraits. Panaïti Strati à Romain Rolland. Genève, le 20 août 1919. À Monsieur Romain Rolland. Un homme qui se meurt vous prie d'écouter sa confession. Je ne connais pas votre langue et cela vous ennuiera peut-être, mais vous vous intéressez à la vie, et c'est pourquoi je m'adresse à vous. Celui qui vous écrit ces lignes est un homme qui connaît également la vie, et qui en ce moment va à la dérive sur la mer orageuse de la souffrance. Il se meurt, pas tant par son corps affaibli que par sa foi ébranlée. Je suis un ouvrier, un peintre en bâtiment, né à l'endroit où le Danube forme un coude pour se séparer en 3 bras et se jeter dans la mer Noire. J'ai vu le jour, il y a juste 35 ans, d'une immortelle paysanne roumaine et d'un contrebandier grec qui m'est parfaitement inconnu, n'ayant que l'âge de 9 mois quand il est mort. Et voilà, monsieur, 25 ans que je fouille la vie, le monde et la pensée, consciemment et inconsciemment, brûlé par une flamme qui déchire mes entrailles, qui me fait courir comme un possédé et qui m'a fait sacrifier tout ce qu'un homme peut désirer à son bonheur. Famille, situation, honneur, tranquillité. J'ai connu, dès mon enfance, l'amitié indissoluble, ainsi que la passion pour des lectures, médiocres au commencement, puis de bonnes. J'ai connu également, et surtout, la rage de voyager. Et après, l'attachement de l'idéal qui restera toujours à l'état d'idéal. Plus de justice parmi les hommes. Et accroché à ces chimères, je suis parti comme un bolide au travers de la vie. J'ai entamé tous les métiers et n'ai pas fini aucun. Garçon de toutes sortes de boutiques, je m'oubliais, allant faire la distribution de marchandises sous les fenêtres pour entendre le jeu d'un piano, ma passion, ma folie et mon rêve que je n'ai jamais réalisé. Souvent, je pénétrais la nuit dans les cours, laissant mon panier dehors pour me cramponner aux moulures des fenêtres, regarder dans les salons et voir si la personne qui joue est belle comme je m'imaginais. Ou bien, je me cachais dans les caves, dans les dépôts, ou la nuit, dans un coin inconnu aux autres garçons, pour lire mes chers romans devant la bougie masquée par un parapluie
doublé de mon habit. Et presque ainsi s'écoula mon enfance et mon adolescence. D'un patron à l'autre, puis d'une ville à l'autre, et jamais 6 mois dans un endroit, et toujours avec mes manies. Plus tard, je traînais même avec moi un gros lexicon de la langue roumaine, qui m'a été 100 fois confisqué et de nouveau retrouvé. Ma mère était perpétuellement sur le qui-vive, mais elle ne se plaignait pas trop, malgré les commérages du quartier. Elle m'aimait et était heureuse que je n'avais aucun des vices qui ravageaient les enfants de mon âge. Je lisais, voilà tout, et je faisais des vers. À l'âge de 18 ans, j'avais presque fini avec presque tout ce que la littérature roumaine avait de meilleur, original et traduction. Et aussi avec la composition de poésie qui est l'art de ne rien dire, pour tomber sur la prose qui est restée mon élément. Je travaillais comme garçon dans toutes sortes de boutiques, 15, 16 et même 18 heures par jour, et entre-temps, ou la nuit, je lisais passionnément. Très souvent, je rompais mes chaînes, et alors, c'était d'inoubliables flâneries, rêveries et folles lectures à travers nos champs de blé et nos immenses étendues marécageuses, ravissantes de mélancolie. Ainsi, j'ai connu les maîtres du roman russe et quelques autres d'Occident. C'est dans ce temps que j'ai appris le métier du bâtiment et fait la connaissance avec le germe du mouvement révolutionnaire où je devais plus tard jouer un rôle qui, s'il n'a pas été un des tout premiers, cela se doit seulement à mon intransigeance et à mon vagabondage. Et c'est à peu près dans ce moment que le destin et aussi mon amour m'ont fait découvrir celui qui, pendant 10 ans, jusqu'à sa mort, a été mon ami, mon premier et mon meilleur ami, fondus ensemble dans un seul corps, dans une seule âme, malgré nos divergences de goût et même d'idées. Mikhail Mikhailovitch Kasansky, réfugié russe, dont l'origine et le passé je n'ai jamais su en entier. Tête encyclopédique et cœur d'or, nous nous sommes roulés ensemble sur le monde et séchés continuellement la coupe d'amour que la Providence la remplissait sans cesse. Ô Égypte, Grèce, Syrie, Turquie, Italie, ô paysages, ô monuments, pleurez, pleurez avec moi. Un moment, je fus pris dans les mailles du tourbillon révolutionnaire où j'ai connu 2 autres amitiés, 2 amitiés rares, comme un homme pur dans le journalisme, cette peste qui m'enchaîne et me déroute un instant de mon chemin. Je suis secrétaire d'une organisation, puis correspondant, rédacteur, administrateur d'une édition socialiste, secrétaire d'une revue littéraire, etc. Je suis enveloppé d'un nuage d'encens, parti de tous côtés, même de notre critique d'art. Mais voilà que mon pays se prépare d'entrer dans la danse. Et malgré que je n'étais pas militaire, je prends mes mesures. Le 31 mars 1916, je quitte ma mère en larmes, pour ne plus la revoir cette fois, et je viens en Suisse, à l'Aisin. Je ne connais pas la langue que pour demander du pain et produire l'hilarité. Je prends Télémaque et un dictionnaire, et je commence à déchiffrer. C'est ainsi que j'ai appris le français, il y a 3 ans et demi. Je n'ai jamais regardé dans une grammaire, même dans ma langue, que je peux enseigner à quelques professeurs. C'est ainsi que j'ai lu une bonne partie de classiques français et 15 volumes de votre œuvre. Seul, après une vie héroïque d'amour, de lutte surhumaine et de grandes amitiés. Suis-je misérable? Dois-je mourir? Dois-je enterrer la goutte de vérité que j'ai découverte par mes propres moyens dans une vie d'abnégation? Dans ce corps, autrefois vigoureux, aujourd'hui peau et os, fixé dans le lit et flagellé par des douleurs, dans ce corps, pourtant, tout n'est pas éteint. La vie est là, palpitante, prête au réveil. Vous pouvez me sauver. Vous me sauverez. Matériellement, mes besoins absolus ne vont pas loin. Je suis habitué à tout et ai connu la détresse du corps comme peu d'hommes ont connu sur cette terre. De cela, je n'ai pas peur. C'est peu de choses. Mais ma foi
et complètement perdue. C'est là le danger. C'est elle qui m'a nourri et m'a soutenu. J'ai toujours cru que le monde n'est pas comme il est et qu'il peut être autrement. Cette fois, je la perds à présent. Je m'accroche, mais elle s'en va. Et c'est la chose difficile que j'attends de vous. Vous croyez sincèrement qu'on peut changer quelque chose? Croyez-vous intimement? Sinon, ça ne vaut pas la peine de vivre. Ça ne vaut pas la peine. J'attends cette parole, chaude, ou rien. Et je serai servi dans les deux cas et dans tous les sens. Cette lettre lui revient avec la mention « Parti sans laisser d'adresse ». En janvier 2021, là il y a une erreur. Enfin. Désespéré, Panayotis Strati se tranche la gorge dans le jardin Albert Ier à Nice. C'est 1921, c'est rectifié. Sa tentative d'en finir avec la vie échoue. On retrouve dans ses papiers une lettre à l'humanité et sa lettre à Romain Rolland d'août 1919, qui lui sont envoyés au journal. Reçu par un de ses collaborateurs, Fernand Després, celui-ci fait parvenir à Romain Rolland la lettre de Panayotis Strati d'août 1919, à laquelle il répond le 15 mars 1921. 3 rue Boissonnade, Paris 14e, 15 mars 1921. Cher Strati, ce n'est pas seulement parce que vous souffrez que votre lettre m'a ému, non. C'est que j'y vois luire par éclair le feu divin de l'âme. Je ne sais ce qu'il adviendra de cette force qui est en vous. Il se peut que le meilleur d'elle soit brûlé, enfin se brûle en des passions, mais elle est en vous. Il faut tâcher qu'elle se concentre et s'exprime en une œuvre votive à la mémoire de vos aimés. Nous tâcherons d'intéresser à vous des amis, ici et dans le Midi. Després me dit que vous songeriez à venir à Paris. Je ne sais s'il ne serait pas plus prudent d'attendre un peu que vous ayez quelques écrits prêts à être lus ou publiés, enfin si possible. Paris prend plus de force qu'il n'en donne. Il ne faut y venir que déjà raffermi de santé et de foi. Vous me questionnez sur l'avenir de l'humanité. Je ne suis pas un prophète, je suis un homme véridique et je ne fais pas de prédication. Mais voici ce que je crois. D'abord, l'avenir de l'humanité n'est pas prédestiné. Dans la masse livrée au destin, il y a toujours la place pour une intervention de la liberté. Et la liberté est comme le génie et l'amour. Elle jaillit soudain des profondeurs de l'être. La victoire ou la défaite de l'humanité n'est pas écrite à l'avance. Elle se fait chaque jour. Elle dépend de chacun de nous, de chacun de ceux qui portent en eux quelque étincelle de la grande force. C'est donc un motif suffisant pour ne jamais s'abandonner tant qu'il reste un souffle de vie. Bon, il se peut que nous échouions, mais nous ne pouvons jamais savoir si nous avons échoué. Rien n'est perdu dans l'univers. Non seulement nous agissons sans qu'ils s'en doutent sur ceux qui nous entourent, mais qui peut dire les rayonnements mystérieux d'une âme? En tout cas, celles qui sont brûlées en elle une foi, un idéal, peut être certaine que cette foi, cet idéal brûle en d'autres êtres et que ce sont les avant-coureurs d'un grand souffle qui vient. Mais ce n'est pas tout. Il faut apprendre à voir plus haut, plus loin que l'humanité. Victoire ou défaite, nous savons bien qu'un jour, l'humanité mourra. Et la victoire d'une heure, qu'est-elle en présence de l'immensité béante de la mort? Vous qui connaissez trop l'abîme de celle-ci,
Vous avez eu la suprême douleur de perdre, comme moi, en un même temps que moi, en avril 1919, une mère. Et ce n'est pas assez pour vous de cet espoir social projeté dans l'avenir. Il faut que vous sentiez l'éternel qui est dans le présent, à chaque moment du présent, caché sous un amas de laideur et de souffrance. Mais il est là, toujours. On le sait. Et parfois, son œil, lui, la conscience de cette âme cosmique qui est en vous, enfin je le vois par votre lettre, donne, je sais pas, un grand calme à la pensée. Quelle que soit l'issue du combat humain, il n'est pas de défaite pour l'esprit qui a senti, ne fût-ce qu'un seul instant, le contact de l'éternel. Bon, ne vous abandonnez plus au désespoir. Vous ne devez pas quitter la vie avant d'avoir épuisé les tentatives pour réaliser dans les œuvres qui vous survivent les rêves, les vies disparues, les passions, même dont vous avez été l'hôte. Courage. Nice, le 19 mars 1921, à Romain Rolland. C'est par crainte de ne pas vous appeler cher ami, ce qui serait peut-être indécent, que je recours à ce subterfuge. Me trouverez-vous audacieux? Non. Avec vous, je peux me laisser aller. Je peux tout causer. Car avec qui voudriez-vous que j'en fasse ainsi, sinon avec vous? J'ai reçu, enfin, après 2 ans d'attente, votre lettre hier soir. Elle est telle que je l'ai conçue. Avec vous, je ne me suis pas trompé. Je ne pouvais pas me tromper. Et à votre tour, vous ne vous êtes pas trompé. Vous ne vous tromperez pas. J'ai eu tout de même une surprise. Vous êtes plus intime, plus sincère, plus sérieux et plus profond que je ne m'y attendais. Vous passez sur ma personne d'aujourd'hui pour parler de celle de demain. Et maintenant, dites-moi, comment voulez-vous que je commence? J'ai tant de choses à vous dire. Aujourd'hui que je vous retrouve, oui, je vous retrouve. Nous avons dû vivre quelquefois ensemble comme 2 pétales de la même fleur. Et vous avez tant de choses à apprendre de moi qu'en vérité, ma plume m'échappe. Je ne sais pas quand je finirai cette lettre. Voyez ce miracle. Après le matin trouble, quand j'ai ouvert les yeux après opération dans une salle d'hôpital, ébloui par une lumière inconnue qui envahissait la chambre par des grandes fenêtres, et quand j'ai senti en moi le sursaut de l'animal endolori par la plaie, mais content de se voir vivre quand même, c'est hier soir, en lisant et relisant votre lettre, et maintenant en vous écrivant, que je sens les écluses de mon cœur s'ouvrir sous la poussée de ce flux de vie que je reconnais à peine. Mais quelle vie! 2 jours plus tard, Panaït Israti envoie à Romain Rolland une lettre où il exprime son désarroi. Nice, le 21 mars 1921. À Romain Rolland. Vous craignez que le meilleur de moi se soit brûlé, se brûle en des passions. C'est douloureusement vrai. L'élan n'y est plus. Celui qui faisait parler les pierres autrefois. Je croyais au moins cela. Mais hélas, les pierres ne parlent pas. Je rêvais une humanité qui ne sera jamais, qui ne peut pas y être, car ce n'est pas dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, cette humanité est si réduite que je ne trouve plus de consolation que dans le calme de son immensité ignorée. C'est peu pour ce que je rêvais, mais c'est tout ce qu'on peut atteindre sur cette terre. Quand on veut que vous aimiez de concentrer mes forces en une œuvre votive, cela dépend davantage de quelque bonne volonté que de mes forces. Réduit à ce que je suis, je ne peux que sombrer, glorieusement. Vendredi saint 1921. Cher Istrati, j'ai reçu vos 2 lettres. Je suis heureux de voir le flot de vie qui jaillit de votre être, malgré ce que vous dites de l'élan qui n'y est plus. Non, non, je ne consens pas au renoncement à l'œuvre, où vous vous dites arriver. Non. Jamais vous ne renoncerez.
Ce n'est pas dans votre nature. Il ne s'agit pas de ce que pensent ou penseront les hommes. On œuvre parce qu'on vit fortement. Rêver ne suffit pas. Vivre même ne suffit pas. Œuvrer, c'est maîtriser son rêve et régner sur sa vie. Je viens de voir Marcel Martinet, qui est chargé de la direction littéraire de l'Humanité. Il est bien décidé à publier le récit que vous avez envoyé à Després, et il le fera passer le plus tôt qu'il pourra, c'est-à-dire dans un des prochains numéros du dimanche, où il a une page réservée à la littérature. Écrivez-moi vos pensées et les souvenirs de votre vie. Je vous lis avec une sympathie profonde, et je suis certain que cette sympathie sera partagée par bien d'autres quand vos écrits publiés commenceront à vous faire connaître, bien cordialement. De mars 1921 à juin 1922, Panaïtis Rati envoie à Romain Rolland plusieurs récits. Une rencontre pendant la traversée, hors du monde, dans le monde et pour le monde. Romain Rolland lui donne des conseils et en corrige des passages. Nice, le 31 mars 1921. Mon ami, la nouvelle littérature que je pétris dans mon être et que vous avez eu à ma connaissance le premier, le courage de l'appeler par son nom, c'est de crier aux quatre coins du monde. Ne vous attardez pas à disséquer la qualité du marbre dont je me sers, mais inspirez-vous du souffle que je lui ai donné. N'examinez pas la pierre qui est pierre, mais éclatez dans des cris de joie devant l'image que j'ai voulu qu'elle représente. Et si mon ciseau a été maladroit, trouvez-en un plus habile. Mais plus haut, toujours plus haut, vers le beau, vers le bien, vers l'amour. Car il n'y a que des fragments de moi dans toutes mes images. Et je suis l'amour. Mais pour donner de cette vie-là, pour participer à sa sève puissante, comme vous dites, il faut créer, œuvrer, demandez-vous. Je crains que ce ne soit trop tard pour moi. Vivre avec intensité et rêver, c'est un fait qui n'exige aucun effort. On se soumet. Maîtriser ses rêves et dominer sa vie, c'est un art qui devient presque un métier. Et malgré qu'il n'y ait pas des ateliers où on pourrait apprendre l'art de créer, il faut tout de même une aide et un temps pour canaliser l'énergie. Le doigt révélateur que vous promenez maintenant sur mon griffonnage m'a manqué trop longtemps. Et je ne peux aujourd'hui que souscrire à vos conseils qui sont ma propre pensée. Il n'y a aucune affirmation qui ne soit d'une exactitude troublante dans tout ce que vous observez. Et à part votre expérience, il n'y a pas de critique plus exacte que celle que je me fais à moi-même. Votre fils, Istrati. Dimanche 17 avril 1221. Cher Istrati, j'ai lu votre nouveau souvenir et j'y ai eu le même plaisir. Ce qui fait pour moi le charme de ce que vous écrivez, c'est une large, saine et fraîche sensibilité qui évoque en vos meilleures pages celle de Rousseau. Vous savez, le Rousseau des Confessions. C'est d'ailleurs inégal. Il est presque impossible qu'il en soit autrement quand on s'abandonne à la nature, si riche soit-elle. Et les inégalités du sentiment se traduisent aussitôt dans celles de l'expression. Il y a des phrases maladroites et comme contraintes à côté de belles, souples périodes qui se déroulent harmonieusement. L'important, c'est que vous avez le don d'écrire en n'importe quelle langue, parce que vous avez le don souvent lourd à porter d'un cœur riche d'émotions et brûlante de se communiquer. La valeur de ce que vous écrivez dépendra du choix que vous ferez parmi les matériaux palpitants qui sont en vous. Je vous serre cordialement les mains, votre dévoué Romain Rolland. Que dois-je faire de ce récit et d'une façon générale de ce que vous m'envoyez? Faut-il vous le retourner?
Paris, le 4 septembre 1922. Mon ami, je vous envoie aujourd'hui, en même temps que cette lettre, un manuscrit de 406 pages du format que vous avez en main. Je l'ai écrit avec de l'encre et du papier blanc, c'est-à-dire n'ayant d'autre aide que ma mémoire assez peu remarquable. Aucune documentation. Tous mes papiers, toutes mes notations faites depuis une vingtaine d'années, toutes les ressources qu'un homme a besoin pour écrire un livre vrai, sont englouties dans deux désastres. La mort de ma mère en 1919 et celui de ma tentative de disparaître en 1921. Ah, si j'avais pu prévoir que j'entendrais un jour votre parole directe, que des documents humains se sont perdus. Vous me comprendrez mieux lorsque, j'espère, je veux l'espérer, vous aurez lu ce volume et vu qu'il ne s'agit pas d'art, ni de littérature, mais d'une vie, des vies vécues, senties, absorbées avec toutes les forces des êtres vivants. Je l'ai écrit en 4 mois tourmentés et vécus dans le passé, le temps compris entre avril et septembre. Tout l'été, je l'ignore presque entièrement. Des petits oasis de présent lorsque ceux qui m'aiment apparaissaient le dimanche et dans une courte vacance, vos œuvres en main, poussées par votre souffle, me dire un bonjour et une parole d'encouragement, plus nécessaire à eux qu'à moi. Car moi, j'avais la poussée du torrent inconnu, insoupçonné, irrésistible, qui m'avait emporté d'une façon que j'ignorais totalement. Villeneuve, canton de Vaud, Villa Olga, dimanche 24 septembre 1922. Mon cher Istrati, j'ai lu. Ne me reprochez pas le temps que j'y ai mis. J'en ai très peu. Je vous lisais chaque soir par 30 pages, sans passer un mot. Eh bien, mes prévisions sont confirmées. Il y a des plus hauts dons de vie et d'art en certains de ces textes. Tels d'entre eux, tenez-vous bien, la valeur des meilleurs de Gorky ou presque des récits populaires de Tolstoï. Mais que cela ne vous grise point, car je dois vous dire une fâcheuse vérité. Dans son état actuel, votre œuvre ne pourrait être publiée nulle part. Vous savez très mal le français, ce qui est naturel. Et non seulement les pages sont criblées de fautes d'orthographe et de syntaxe, j'ai corrigé les plus grosses d'un bout à l'autre de l'ouvrage, mais souvent, ce sont les constructions mêmes qu'il faudrait refaire. Et c'est là un assez long travail que vous ne pouvez faire seul et pour lequel il vous faudrait l'aide d'un ami français sachant écrire. C'est vrai, il y a en vous une admirable vitalité. Et vous portez dans votre souvenir des trésors d'humanité. Profitez de l'heure qui passe. Jetez sur le papier tout ce que vous pourrez de ce monde qui s'agite au fond de votre esprit. Profitez. Profitez tant que le démon vital est en vous. Si ce qui suit est à la hauteur de certains chapitres de l'Adrien Zorographie, je vous réponds qu'il n'y a pas d'incorrection qui tienne. Cette œuvre s'imposera par la violence du cœur. Elle s'imposera, et peut-être pas en France ou par la France d'abord, mais surtout en Europe. Ne vous laissez pas troubler par ces éloges. Je vous écris franchement en homme et un homme, le bon et le mauvais, sans précautions oratoires. Que le bon vous donne seulement plus de foi en ce que vous pouvez faire et plus de force pour le faire, en étant à vous-même le juge le plus sévère. Quand on a, comme vous, cette puissance créatrice, on serait impardonnable de ne pas acquérir à tout prix la possession parfaite de l'instrument d'expression. Je vous serre cordialement les mains. Je suis content d'avoir été l'un des premiers à voir se lever une grande œuvre.
Maintenant, Istrati, il faut dompter ce cœur tumultueux, comprimer cette force explosive, obliger ces puissances passionnées à se replier dans l'œuvre d'art, les mettre sous le joug et leur faire labourer à perte de vue votre champ, l'œil fixé sur le sillon qui s'allonge jusqu'à ce que vous tombiez au terme vidé de votre vie, mais heureux de l'avoir répandue. Bien cordialement. Jeudi 2 novembre 1922. Mon cher ami, mon Dieu. Je sais depuis toujours que je suis un navire sans gouvernail. Et quand je me suis mis à diriger mes pas vers vous avec cette allure, ce ne fut pas seulement pour atteindre le bien, mais le mauvais aussi. Me connaissant assez bien qui je suis, que deviendrais-je demain sans cet apprentissage que je fais en ce moment et que je dois continuer? Il n'y a qu'une seule idée qui m'épouvante, c'est de ne pas être lâché par vos mains avant d'entendre tout le mal qui est en moi. Car si demain, j'ai le malheur d'échapper à vos mains, je me briserai comme un verre fragile. Les hommes se trouveront tous d'accord pour ne découvrir en moi que du mal. C'est la triste expérience du passé. Maintenant, je peux vous dire rapidement, en détail, que le déséquilibre de cette lettre est dû aussi à ce que, du peu que je me préparais à obtenir de vous, à l'immense don que vous me fîtes de votre personne, la disproportion est trop grande. Et en cela, la permission de fumer, qui, je vous assure, n'est pas négligeable, a contribué énormément à me combler de bonheur. Pour le reste, je sais que je dois me forger l'âme que l'art exige de l'artiste, qu'elle exigera surtout demain. Je suis à vos genoux, celui qui vous aime sans limite. Samedi 23 décembre 1922. Mon ami, je n'attends pas d'avoir du temps pour vous écrire. Je ne puis pas attendre après avoir dévoré Kira Lina au milieu de la nuit. Il faut que je vous le dise tout de suite. C'est formidable. Il n'y a rien dans la littérature d'aujourd'hui qui soit de cette trempe. Il n'y a pas un des écrivains d'aujourd'hui, moi compris, tous compris, qui soit capable de l'écrire. Je ne veux pas vous tourner la tête. Tâchez de l'avoir solide. Il y a de gros, très gros défauts que je vous signalerai la prochaine fois sans ménagement. Mais bon Dieu, cette force, cette passion, ce démon de vie, ce n'est plus de notre temps en Occident. Cela me fait penser au XVIe siècle et aux grands tigres du théâtre élisabétain, Shakespeare et ses terribles rivaux, Webster, Marlowe, magnifiques. Ma sœur est aussi enthousiaste que moi. Je vous écrase les mains. Merci, Romain Roland. Et quand on pense que cet animal voulait se tuer, s'est tué il y a un an. Oui, je le comprends pourtant. Tout ce monde de passion en lui. Mais il y avait de quoi éclater. Mais ne recommencez plus. Maintenant, le volcan est débouché, érupté. Bon Noël à vous et à vos amis. Panaït Istrati met la dernière plume à ses récits dans le sous-sol de la boutique de son compatriote Georges Ionesco, bottier à Paris, rue du Colisée, qui lui a offert son hospitalité et son soutien financier avant de repartir à Nice exercer son activité de photographe ambulant sur la promenade des Anglais. Paris, le 7 janvier 1923. Mon ami, je ne m'attendais pas d'avoir de vos nouvelles avant un mois. Et de ma part, je ne voulais pas vous embarrasser de mes lettres avant de vous envoyer en même temps la seconde moitié de ce volume. C'est peut-être un excès contraire de ce que je faisais à Nice quand je vous accablais de lettres. On dit chez nous, qui se brûle avec de la soupe, souffle même dans le yogourt.
Vous connaissez un peu les hésitations que j'ai eues d'accepter l'hospitalité et l'appui de la maison Ionesco pour l'accomplissement de ma tâche. Dans mon intention, c'était d'accepter cette aide précaire tout juste jusqu'à la fin janvier, quand, finissant mon second volume, je devais partir à Nice, gagner un peu d'argent avec la photo et attendre. Or, voici que Ionesco, qui a toujours été un généreux et déjà un ancien pauvre mécène d'un infortuné poète et ami, force aujourd'hui la chose et parle à haute voix qu'en toute occurrence, bonne ou mauvaise, concernant mon avenir, je dois rester le frère adoptif de sa maison. Cela me pèse. Cela ne se peut pas. Voici un côté. L'autre côté, c'est mon impossibilité de tenir, dans les conditions actuelles, plus que jusqu'à la fin de ce mois, quand j'aurai fini le volume. Voici 2 mois que je vis depuis matin au soir dans une cuisine sous-sol, esclave de ce papier blanc qui ne m'a jamais attiré avec cette pareille force. J'ai presque oublié la couleur du soleil, et même celle du jour. Cela est incompréhensible pour un homme qui a piétiné le cœur de sa mère et s'est jeté dans les bras de la vie, aux grands airs. Mon énervement est au comble. Je tousse, je languis. Je serais depuis longtemps mort si je devais me conduire d'après ce qu'une oreille de spécialiste peut constater dans un poumon, car une vie passée sur la chaise longue d'un sanatorium ne m'intéresse point. Je veux, comme la Bible, être chaud ou froid, mais pas tiède. Vous voyez donc dans quel état d'âme me trouve votre lettre d'aujourd'hui, comme toutes vos lettres. Leur arrivée transforme ma journée en une fête. Je suis fort à tenir tête à des bolides de joie comme celui qui fut provoqué par Kira et qui renversa la maison de la rue du Colisée. Elle me fit un doux plaisir. Celle d'aujourd'hui m'occasionne un autre, pareil. C'est qu'elle venait de vous. Et je sais qu'aucune déception ne peut me venir de vous. Je vous remercie. Et je vous suis reconnaissant de tout ce que vous faites pour moi et pour l'art. Nos plus ardents souhaits de santé et bonheur pour l'année commencée, à vous et à vos amis. Votre tout dévoué. Jeudi 22 février 1923. Cher ami, nous avons été heureux de lire les chapitres nouveaux. Il y a là encore des choses bien fortes, saisissantes, obsédantes. Je ne dirais pas que je l'aime autant que Kira et que l'oncle Engel, mais on ne peut pas tout le temps être au plus haut. Et d'ailleurs, c'est une appréciation personnelle. Beaucoup seront pris par Ondine, par Codine, plus que par vos autres récits. Il n'est pas moins réussi. Seulement, le type, si original qu'il soit, se rapproche plus de certaines familles de type de Balzac, au lieu que Kira est absolument neuve pour nous, gens d'Occident. Ce qui m'a le plus frappé dans Codine, c'est le milieu, l'atmosphère, la place, l'assommoir. C'est étonnamment vu. Au reste, tout le récit vous tient, du commencement à la fin. Vous êtes né conteur, grand conteur d'Orient, et j'estime ce don au-dessus de tout autre en art. Aucun livre ne me charme peut-être autant que les 1001 nuits. Écrivez, si vous pouvez, les 1001 jours de votre vie et de vos rêves. Kira, Codine, l'oncle Engel valent chacun par lui-même. Ce sont de magnifiques récits. On nomme cela nouvelles, je ne sais trop pourquoi, de petits drames complets, petits par l'étendue, grands par la concentration. Vous le dirais-je. Jusqu'à présent, le plus faible dans tout cela, c'est Adrien. Il est le moins vivant, le moins nettement dessiné, je le crois bien. Il est l'œil qui voit et l'oreille qui entend les drames des autres. Dans la vie, il est le plus fort, puisqu'il les raconte. Mais dans l'art,
Ce qu'il raconte est plus fort que lui et il passe à l'arrière-plan. Au revoir, cher ami. Merci de votre affection. Que mes boutades ne rebutent point. Amitié de mon père et de ma sœur. Votre Romain Roland. J'ai fait recopier à la machine Kira et je vais relire et réviser discrètement la copie pour la revue Europe qu'il a acceptée. M'autorisez-vous à couper les pages du début qui sont un préambule de façon à ce que le lecteur commence directement par le récit ? Nice, le 26 février 1923. Mon ami, que le bon Dieu vous fasse vivre selon vos désirs au moins tant qu'il a fait vivre Mathusalem, et que la vieillesse du corps vous soit inconnue et la douleur épargnée. Car s'il n'y avait que 3 hommes sur la terre qui sentent mes émotions à l'arrivée de vos lettres, encore votre existence dans la boue humaine serait expliquée et pardonnée. Qu'elle soit douloureuse à me faire périr, ou qu'elle soit caressante au point de me faire désirer l'arrêt de la vie, vos lettres ont toujours été, pour moi, une source intarissable de bonheur. Bien mieux, je les attends avec autant plus de volupté que je vous crois capable d'être sévère, et parfois humainement révolté. Je n'ai qu'un regret, c'est de voir l'art s'y mêler et m'attribuer un intérêt que je n'ai point. Car j'aurais voulu être pour vous ce qu'une belle femme sans parure est pour l'amant de haute envergure sensuelle. J'ai toujours été ébloui par l'art. Mais pourquoi n'ai-je jamais cherché l'artiste, ainsi que je l'ai fait avec rage après la lecture de Christophe, des 3 vies, des autres pages? Pourquoi ne me suis-je pas contenté de votre art et ai-je demandé davantage? Mon ami, excusez ma révolte de cette heure-ci, mais laissez-moi de vous dire que je hais l'art, qui ne se suffit rien que de l'admiration, ainsi que l'admirateur qui se contente rien que de l'émotion artistique. Oh, comme cela est peu de choses. Les salles des opéras en sont pleines de cette marchandise-là. Et si vous saviez au prix de quelle mortifiante crainte j'ai demandé et obtenu de vous davantage que le cœur du grand Christophe. Si vous connaissiez le prix que m'ont coûté quelques hommes que j'ai arrêtés sur leur chemin et ce que me coûte dans une journée le désespoir de ne pas pouvoir arrêter un seul homme sur cette promenade des Anglais, eh bien, vous n'auriez plus que de la pitié pour moi. Non, j'avoue que je me suis trompé. J'ai cru pouvoir faire de l'art et rester libre à ma façon d'autrefois. C'est une illusion. On ne peut pas servir 2 dieux à la fois. Je ne me reconnais plus. La lutte entre ces 2 démons me fera sauter, car chacun demande toute la place. Et puisqu'il faut mettre un des 2 à la porte, eh bien, je mettrai celui qui est le moins humain et qui s'est très rarement confondu avec l'humanité. Je renonce à l'art. Ou, mieux dit, je me défendrai contre son obsession. Je le soumettrai à la loi de mon dilettantisme de toujours. Je reprends ma liberté. Je tâcherai d'oublier cette amante sans cœur. Et vous, mon ami, si vous ne voulez plus m'écrire qu'à condition de m'empoisonner la vie, eh bien, vous ne m'écrirez plus. Mais au moins, j'aurai satisfaction de vous conserver sans que jamais personne puisse m'accuser d'avoir eu quelque intérêt de vous aimer autrement que par sincérité. On m'a trop suspecté les plus chers de mes sentiments pour que je n'ai pas raison de retirer mon épingle du jeu à temps. Je suis heureux de vous avoir gagné le cœur par mes propres moyens. Après plusieurs illustres conquêtes amicales en bas, vous êtes l'unique que j'ai découvert en haut. Vous me suffisez pour remplir le souvenir des jours que je vais vivre encore. Je suis très content de tout ce que vous m'écrivez dans cette dernière lettre et d'accord avec vous. Je ne suis pas surpris que par mon progrès à rebours dans le français. Pour le reste, vous êtes dans mon sentiment.
Vous l'êtes surtout quand vous me dites de ne point m'en affecter d'avoir perdu le lien avec l'histoire de mon bon Adrien. Je le voyais, et je ne m'en fais pas. Bientôt, je perdrai ce lien encore plus, et alors, vraiment, je n'écrirai plus qu'à ma fantaisie, et seulement ce qui me plaira, et quand il me plaira. J'avais fait un rêve non permis dans ma condition actuelle. Je demande pardon à cette condition et à notre société. Donnez donc à ces manuscrits amorphes la forme que vous voudrez, et si vous ne voulez en extraire que des fragments, faites-le. Je ne tiens à rien et déjà je les déteste. Et heureusement qu'ils ne sont pas dans mes mains, je leur ferai une belle toilette. Pour la publication dans la revue, sûrement il ne faut donner que ce qui est vivant. Dommage pour tant de temps perdu et de cigarettes fumées. Si je savais que j'arriverais à penser ce que je pense, je n'aurais écrit que des récits détachés. Mais l'homme se propose et les événements disposent. Je vous prierai de bien vouloir dire à nos amis de m'envoyer la revue dès qu'elle paraîtra, au cas où qu'elle ne se vendra pas dans les kiosques. Car pour m'abonner, ma foi, c'est difficile. Je leur serai très obligé. À vous, je vous reste obligé pour tout le reste de mes jours. Et je vous embrasse les mains. Le 15 août 1923 paraît dans la revue Europe le deuxième chapitre, Kira Kiralina, avec une préface de Romain Roland, Un Gorky balkanique. Le 30 mai 1924, le premier roman de Panaïtis Strati, du même nom, est en librairie, publié par les éditions Reader. Il va être traduit en près de 20 langues et conquérir le monde entier. Voilà comment est né un écrivain, grâce à l'évocation de Philippe et de Franck. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Il nous reste encore 10 minutes pour en parler. Sinon nous nous quitterons. Et pour une autre fois, peut-être. Mais posez des questions. J'ai travaillé énormément sur cette correspondance. À plusieurs reprises, je suis revenue, etc. C'est extrêmement émouvant d'entendre cette correspondance dite, et ô combien bien dite. C'est vraiment... C'est poignant de faire vivre les mots, de faire vivre de faire vivre les mots de chacun des deux scripteurs. Et vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions. Mais c'est vrai que c'est difficile, après une lecture comme celle-là, de revenir à des questions plus prosaïques. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu pour cette journée qui a été quand même très chargée. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois.